Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci d'être venus, nombreux, d'avoir bravé le vent froid, le Mistral. On est ce soir environ 170 personnes, donc c'est une belle soirée. Donc j'ai 3 minutes, d'après le déroulé très précis organisé par Philippe. J'avais écrit quelque chose, mais je n'arrive pas à le lire. Donc, c'est pas grave. Donc, ce soir, c'est une soirée, bien sûr, exceptionnelle, vous vous en doutez. Ce soir, c'est la première édition des Vendredis du patrimoine. Et c'est organisé par la bibliothèque municipale Jean d'Ormesson. Et puis, c'est co-organisé par 2 associations, le Carrefour Citoyen, le président est là, et Histoire et Patrimoine. Alors, donc on peut remercier ces 2 associations pour le travail qu'elles ont pu... Alors je vais dire quelques mots sur la bibliothèque. Donc, pour ceux qui ont l'habitude de la fréquenter, vous avez pu voir que il y a un renouveau à la bibliothèque municipale. Nous avons commencé à entreprendre l'informatisation du catalogue de la bibliothèque, et puis nous avons organisé plusieurs événements. On pouvait nous retrouver donc au cœur de l'été avec la Nuit des Étoiles, pour ceux qui sont venus nous voir. Donc là, c'est aussi une soirée qui rassemble 250 personnes au moins. Donc ça fait 2 ans et c'est un beau succès. Mais donc c'est également un travail qui est fait avec la crèche, qui vient régulièrement à la bibliothèque municipale, les EHPAD aussi qui viennent. Et ce travail, il serait impossible sans l'implication de tous les gens qui y travaillent, notamment les bénévoles qui sont là depuis très longtemps et que je vois quelque part, un peu par là, un peu par là. Merci les bénévoles. Et puis c'est nouveau, les agents de la bibliothèque, les agents municipaux de la bibliothèque, qu'on peut remercier également pour tout le travail qu'ils font. Alors, puisque les liens se créent là où la culture se lie, je vous invite à venir à la bibliothèque municipale, qui est ouverte donc le mardi après-midi, le mercredi après-midi et le samedi matin. Je vous invite à venir découvrir cette bibliothèque municipale. Donc ce soir, pour cette première édition, nous recevons Georges Mérentier. Merci d'être là. Ouais. Donc Georges Mérentier, qui est un membre de l'association Histoire et Patrimoine, et Douquier Bédoulin, qui est randonneur, et donc qui fait partie de la Fédération française de randonnée, et qui a arpenté encore et encore les gers de la Bédoule, et qui ce soir va nous présenter, va nous faire une présentation qui s'intitule « À la rencontre du patrimoine du village ». Georges, c'est à toi. Voilà, bonjour à tout le monde. Alors moi, je vais me situer quand même, hein. Je suis pas très jeune, je suis vieux. C'est vrai que je suis bédoulin, mais je suis pas un vieux bédoulin. Hein, voilà. Voilà. Et là, je me fais un peu quelques soucis parce que les 10 premières rangées, je vois beaucoup d'anciens bédoulins. Mais si vous voulez, j'aime la randonnée, j'aime la photo et j'aime l'histoire. Et donc, j'avais fait ce diaporama dans un premier temps pour les nouveaux arrivants. Et il a plu, et donc je vais le représenter aujourd'hui. Et voilà. Donc, en fait, regardez, la première page, eh bien là, tout est dit. Hein, donc, Roquefort-la-Bédoule, son bon air, l'altitude, ça n'a pas changé, les fruits, le vin, les champignons, ça, par contre, ça a changé. Et par contre, les carrières de pierre, le sable jaune, la chaux et la chaux grasse. Voilà. Et donc, je vous propose de faire, en 1h15, de faire l'histoire de 122 millions d'années de la Bédoule. Alors, l'histoire commence, voilà, si vous voulez, c'est notre patrimoine géologique. Si aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui sont là,
dont les familles ont traversé les Alpes pour venir travailler à la Bédoule, c'est grâce à la géologie, grâce au terrain qu'il y avait. Et puis, si il y a eu cette richesse pendant 100 ans, entre 1840 et 1940, à la Bédoule, eh bien, c'est grâce à la géologie. Et encore aujourd'hui, si on a du bon vin à la Bédoule, c'est aussi, on le verra tout à l'heure, grâce à la géologie. Alors, l'histoire a commencé, passant maintenant 232 millions d'années. Donc, c'est les terrains les plus anciens. Et donc, il y avait la pierre, donc la pierre de Cassis. Alors, on aime bien, ça s'appelle la pierre de Provence, mais maintenant, ça s'appelle la pierre de Cassis. Et donc, il faut imaginer qu'ici, il y avait une plateforme carbonatée. Donc, il y avait de l'eau, donc il y avait la mer, mais à très peu de profondeur. Et une mer assez chaude, dans laquelle il y avait des rudistes. Voilà. Et ces rudistes ont fait cette pierre qui est exceptionnelle, parce qu'elle est très compacte, elle est très dense. Si vous voulez, il y a des pierres en Provence. Vous avez la pierre de Rogne, vous avez la pierre de la Couronne, mais la pierre de Cassis, la pierre de la Bédoule est spécifique parce que c'est très dense, c'est très serré, et la porosité de la pierre de Cassis et de la Bédoule, c'est 0. C'est-à-dire que vous jetez du gras dessus, ça ne pénètre pas. Et vous jetez de l'eau, ça ne pénètre pas. Donc c'était important. Toutes les assises des maisons étaient faites en pierre de Cassis. Donc l'humidité ne remontait pas. Les piles étaient faites en pierre de Cassis. Les mortiers pour faire l'aïoli étaient faits en pierre de Cassis. Donc c'est une matière importante. Donc voilà notre première trace d'histoire à la Bédoule. Deuxième trace, eh bien, et ça, c'est la plus importante, c'est la plus connue, c'est le ciment. Donc, on a le bédoulien. Donc, le bassin, à ce moment-là, c'était entre 121 et 119 millions d'années. Le bassin était plus profond. Et là, il n'y avait plus de rudistes, il y avait des ammonites. Voilà, c'est le genre d'ammonites qu'il y avait. Et ça fait une hauteur à peu près de 180 mètres. Et il y a des gens qui se sont penchés là-dessus. Donc, il y a de très beaux documents qui sont faits sur la Bédoule, sur la géologie de la Bédoule, mètre par mètre, pour différencier les différentes strates de cette marne. Et cette marne, donc, était, mais on le verra tout à l'heure, il y avait donc 70% de calcaire et 30% d'argile. Et c'est ce qui a fait les prémices du ciment. Mais ça, on le verra tout à l'heure. Voilà. Et la troisième, évidemment, c'est le sable. Donc là, c'est la matière la plus jeune, donc ça, entre 100 et 94 millions d'années. Donc ici, nous étions ici, vous voyez, nous étions dans un bassin. Ici, il y avait une plateforme carbonatée, donc il y avait déjà du calcium. Et ici, à la place de Cassis, il y avait un grand massif. Et donc, il y a des apports diététiques qui arrivaient par là. Et c'est ce qui a fait notre sable. Voilà. Donc ça, c'est important, parce qu'avec le sable, on le verra tout à l'heure, ça fait aussi la richesse, et ça fera encore la richesse de la Bédoule. Voilà, je vous ai mis un peu, regardez, voilà, donc la pierre de Cassis, donc les âges géologiques. Donc là, nous sommes dans le secondaire, et dans le secondaire, vous avez évidemment le Trias, vous avez le Jurassique et le Crétacé. Et dans le Crétacé inférieur, c'est là qu'on arrive à la Bédoule, la pierre de Cassis. Dans l'Aptien, eh bien, inférieur, il y a le bédoulien. Et là, dans le Cénomanien, vous avez le sable. Alors après, on va quand même un peu sauter, autrement on n'y arrivera pas. Alors regardez, d'abord, l'association, comme que Marc Galliano qui est là, dont le président est là, l'association a fait donc plusieurs manifestations. Beaucoup d'entre vous ont assisté. On a fait une conférence sur le sable et une exposition sur le sable. On a fait une conférence d'exposition sur le sable. On a fait une exposition sur les fossiles et on a fait aussi des randonnées géologiques. Donc la semaine dernière, on a fait 2 randonnées géologiques. Donc c'est quand même important. Voilà. Alors on saute quelque temps. Et là, eh bien, on se retrouve donc au IIIe siècle avant Jésus-Christ. C'est le premier témoignage tangible qu'on a à Roquefort-la-Bédoule, c'est à Ratattaigne. Donc là, il y avait, si vous voulez, il y a d'abord eu ici des ligures,
Et après, du nord de la France, sont arrivés les Celtes. On est devenu celto-ligure, c'est-à-dire un peu gaulois. Et ces celto-ligures, eh bien, se protégeaient dans un enceinte fortifiée. Et regardez ça, à la Bédoule, c'est quand même un trésor. Nous avons un monument, des vestiges qui datent de 2300 ans. Hein. Et quand vous imaginez les pierres qui ont été mises là, qui sont énormes hein, quand on s'approche, et elles ont été mises là, posées il y a 2300 ans. Voilà, donc ça c'est le premier vestige de la Bédoule tangible. Hein, voilà. Alors après, je passerai pas dans le détail des... On a eu beaucoup de... Après les Celto-Ligures, on a eu les Romains. Bon, donc on a eu quelques vestiges romains qu'on a récupérés, hein, mais des objets. Et après la Pax Romana, alors là, il y a eu une période sombre pour la Provence. On a été envahi par les Visigoths, les Ostrogoths, les Francs, hein, et finalement par les Maures et les Sarrasins. Et ce n'est qu'en 972 que, évidemment, la Provence s'est formée grâce à un seigneur qui s'appelait Guillaume le Libérateur, qui a réussi à chasser les Maures et les Sarrasins définitivement de la Garde Freinet où ils étaient. Et donc, c'est à ce moment-là que s'est formée la Provence. Et ce seigneur a donné à tous les amis qu'il avait aidés à chasser, donné des territoires. Et c'est comme ça que s'est formée la baronnie d'Aubagne. Parce que Roquefort-la-Bédoule et les Julians faisaient partie d'une baronnie, la baronnie d'Aubagne, hein, dont faisait partie Saint-Marcel, faisait partie Céreste, faisait partie Cuges et Cassis, les Julians et Roquefort. Voilà. Et donc là, vous voyez, jusqu'en 1481, on était dans la maison d'Anjou, et après, à la mort du roi René, on est devenu français. Donc on est français depuis pas très longtemps, nous. Hein, voilà. On est français depuis 600 ans. Eh oui, il faut le savoir. Et donc, la baronnie d'Aubagne était commandée. On a eu d'abord des vicomtes, puis après la famille des Baux. Et oui, les seigneurs des Baux qui avaient des terres au Beau-Cinq qui venaient jusqu'ici, même plus après. Après, on a eu le roi René qui avait vendu, parce qu'à l'époque, il vendait des baronnies pour avoir un peu des sous. Il avait vendu à Guillaume de Littéra, puis après Charles de Castillon, et puis finalement, il avait repris et il avait donné à sa femme, Jeanne de Laval. Et puis finalement, en 1481, eh bien, c'est devenu français, et à ce moment-là, c'est revenu aux évêques. Et donc, jusqu'en 1790, eh bien, les seigneurs de Julian et un peu de Roquefort étaient les évêques de Marseille. Voilà. Et le premier, regardez, donc 11e siècle, eh bien 11e siècle, donc, il s'est formé ce fief, le fief de Roquefort. Et donc là, vous avez un très beau château, hein. Donc ici, vous avez un donjon, et ici, vous avez l'église à l'intérieur du château. Et donc ça a quand même 1000 ans, hein. Ça a quand même 1000 ans. Et regardez, vous allez voir, ce que je vais vous montrer, regardez les remparts. Regardez ces remparts qui ont été faits il y a 1000 ans. Regardez un peu la technique qu'avaient donc ces gens-là pour construire le rempart là. Alors aujourd'hui, jusqu'à maintenant, ça appartenait au marquis de Roquefort. Alors aujourd'hui, je ne sais pas où ça en est, mais jusqu'à maintenant, c'était privé. Mais ça, c'est quelque chose, nous, patrimoine, on aimerait bien que ça s'abîme pas. Bon, après, c'est pas urgent, hein, c'est resté comme ça depuis 1000 ans. Ça peut encore rester un peu quelques années. Mais regardez, c'est quand même un endroit magnifique. Et après, donc là, vous avez côté Roquefort. Donc je vous ai dit, parce qu'on ne parle pas de la Bédoule. Hein. Aujourd'hui, la Bédoule, vous le verrez, c'était un petit point. Il y avait deux fiefs, Roquefort et les Julians. Et donc, Roquefort, on vient de le voir, et les Julians, eh bien, ici, il y avait, donc, aujourd'hui, il ne reste plus qu'une chapelle, mais il y avait toute une enceinte fortifiée que vous allez voir, et il y avait un village. Et après, les gens qui étaient en hauteur sont descendus, et c'est là que s'est créé le château de Roquefort et le château des Julians. Hein, voilà. Donc la chapelle, alors la chapelle aussi, on l'appelle la chapelle Saint-André, c'est un peu une erreur, parce que si vous voulez, dans le château, dans le fief qu'il y avait en hauteur, il y avait une chapelle qui s'appelait Saint-André. Et quand on a construit
le château en bas, le château des Julians, eh bien, on a mis une chapelle qu'on a appelée Saint-André aussi. Donc aujourd'hui, et en fait, la chapelle, pendant longtemps, elle s'est appelée Notre-Dame de la Sécheresse, parce que les gens allaient faire des pèlerinages pour qu'il pleuve. Alors, je vous raconte pas, il y a une grande anecdote là-dessus, parce qu'il y a des gens qui ont failli se noyer en redescendant sur ces restes. Voilà. Et alors, oui, j'en profite pour regarder. L'autre jour, je suis monté et j'en profite parce qu'il y a des personnes quand même qui ont œuvré pour sauver cette chapelle. Et entre autres, Monsieur Escolier, donc il y a Christiane qui doit être là. Donc c'est en 1988 qu'il y a eu la première restauration. Voilà. Et vous voyez les remparts. Donc la chapelle, en fait, a été construite sur les remparts de l'ancien village. Hein, voilà. Et là, alors regardez, là, ça a quand même, bon, c'est moins vieux, mais quand même, ça a 900 ans. Donc vous voyez quand même la richesse qu'on a, nous, à Roquefort-la-Bédoule. Hein. C'est 900 ans. Alors après, je vous ai fait une présentation qui vous semble un peu disparate, mais en fait, c'est chronologique. Hein, voilà. Et donc là, nous avons l'aire de battage de Ratataigne. Nous avons le moulin aux Bastides. Alors, certains disent que c'est un pigeonnier, mais d'autres disent un moulin. Je pense que c'est un moulin. Et puis la ferme de Ratataigne, hein, donc l'aire de battage et la ferme de Ratataigne, qui semblerait date du XVIIe siècle. Mais là, on n'est pas fixé sur les dates. Après, donc voilà, le château, les gens de Roquefort, donc qui étaient en haut, vont descendre. Et donc ce château date du XVIIe siècle. Donc le château a appartenu donc aux de Beaussais. Hein, donc à l'époque, l'évêque de Marseille, Monseigneur de Ragueneau, qui avait besoin d'argent, pourquoi, je ne sais pas, il avait vendu le fief de Roquefort. Et il avait vendu aux de Beaussais. Et en 1812, le général de Gardanne achète le château de Beaussais. Et c'est là que l'histoire commence au niveau des Villeneuve. En 1832, Irène de Gardanne épouse Hippolyte de Villeneuve, hein, qui va être important pour la Bédoule. Voilà. Et là, 1734, le village de Roquefort. Alors, je ne sais pas si vous connaissez le village de Roquefort, l'ancien Roquefort. Hein, donc, quand vous êtes au-dessus du village, là quand vous êtes là, eh bien, il y a un chemin qui monte, et là, il y a le vieux Roquefort, hein, en dessous du château. Et ces gens-là, ils habitaient là jusqu'en 1700, mais ça devenait très peu confortable pour aller travailler les terres. Et ils ont demandé à pouvoir descendre. Donc, de Beaussais va donner tout un terrain, un endroit qui s'appelait le Jas rompu. Et donc, en 1734, tous les gens vont aller dans l'ancien Roquefort, ils vont aller récupérer les tuiles, ils vont récupérer les poutres et tout, et ils vont descendre et ils vont construire Roquefort. C'est pour ça qu'aujourd'hui, le vieux Roquefort, il n'y a plus que quelques pieds. Enfin, il y a beaucoup de bâtiments, mais c'est beaucoup détruit. Voilà, donc ça, c'est une date importante. C'est 1734, le Roquefort va se créer. Voilà, regardez. Vous voyez, donc je vous montre, voilà les deux fiefs, les Julians et Roquefort. Et vous voyez, la Bédoule, c'est un petit, hein, comme Barbaneau, comme Cadenet, et là, comme Carnoux, hein, voilà, donc, et les Rouvières, on en reparlera tout à l'heure. Ouais. Donc les deux grands fiefs, c'était les Julians et Roquefort. Donc ça, c'est la première carte qui existe en France, carte de Cassini. Alors là, il y a un autre château dont on parle très peu, c'est le château de Fontblanche. Hein, donc, vers l'est, il y a tout un site qui s'appelle Fontblanche, hein, certainement parce qu'il y avait une source qui coulait beaucoup. Hein, et donc, il y a eu un château qui a été créé. Et là, il y a une histoire. Bon, elle est ce qu'elle est. C'est à propos de Gaspard de Besse. Hein, donc, vous savez que Gaspard de Besse fréquentait beaucoup Cuges. Hein, ouais. Et un jour, une nuit de 1780, il est venu au château de Fontblanche. Il y avait une grande fête et il a séduit toutes ces dames et il est parti avec beaucoup de bijoux. Hein, voilà. Et donc il y a
une aubagnaise qui s'appelle Nicole Siravegna, qui a écrit un livre qui s'appelle Une nuit de Gaspard de Besse. Voilà. Et ça se passe au château de Fontblanche. Alors aujourd'hui, le château de Fontblanche, un obus est tombé à la Libération en 1944, est tombé sur le château, a détruit le château, et le propriétaire n'a plus reconstruit le château, il a mis au-dessus une maison. Hein, voilà. Donc ce qui reste, c'est ça du château, avec la fontaine. Voilà. Et là, vous avez les Julians. Donc c'est le même principe. Donc les gens étaient en haut de la colline, ils sont descendus. Et là, c'est pareil, les Julians, ils étaient à la chapelle Saint-André et ils sont descendus. Et ils ont donc créé ce fief, le fief des Julians qui appartient au Garnier. Après, en 1639, Garnier construit le château. Le château des Julians est rattaché à Roquefort. Voilà, ça c'est 1800. Et le château, finalement, appartient à une famille bourgeoise de Marseille qui s'appelait les Clary. Et là, évidemment, tout le monde à la Bédoule le connaît, mais bon, je vais vous faire un petit rappel. Voilà. Les Clary, voilà, donc les Clary, donc les deux filles s'appelaient Julie et Désirée. Et il y avait un frère aussi. Et ce frère avait été emprisonné. Hein, en 1792, il avait été emprisonné. Et les Bonaparte, en arrivant de Corse, étaient venus s'établir à Marseille. Et ils étaient un peu les tenants de la police, et surtout Joseph. Et donc, les deux filles, Clary, la mère, sont venues plaider leur cause auprès de Joseph pour faire libérer leur frère. Et les deux familles, finalement, le frère a été libéré, et des liens se sont créés. Et à ce moment-là, les Clary qui habitaient la Bédoule, donc le château des Julians, avaient souvent la visite de Joseph et de Napoléon. Et donc Joseph, lui, il s'était pris de Désirée, et Napoléon, lui, il lui restait Julie. Mais finalement, Napoléon s'est rendu compte que finalement, ce serait pas mal qu'il soit avec Désirée, pardon. Donc il a incité son frère à récupérer Julie, et lui, il a récupéré Désirée. Et donc Joseph et Julie se sont mariés à la Bédoule. Hein, donc vous avez dans la chapelle du château des Julians, vous avez une plaque qui rappelle qu'en 1784, l'union entre donc Joseph Bonaparte et Julie. Et donc Désirée et Napoléon ont vécu une brève aventure, parce que Napoléon avait certainement d'autres chats à fouetter. Il est parti à Paris, Désirée est parti de son côté, mais finalement Désirée est allé dans les bras de Bernadotte. Et c'est comme ça que Désirée est devenue la reine de Suède. Et voilà. Et donc, Joseph et Julie, leur frère, donc Napoléon, les avait envoyés d'abord à Naples. Ils étaient les rois de Naples. Et après, comme il avait besoin de quelqu'un pour prendre le trône du roi d'Espagne, de chasser le Charles IV, Joseph est devenu le roi d'Espagne. Donc Joseph et Julie, est évidemment, reine d'Espagne. Vous voyez ? Et l'histoire a commencé à la Bédoule. Parce que hier, dans le journal, j'ai vu que l'histoire a commencé en Provence et il ne parlait pas de la Bédoule. Je me rappelle. Voilà. Bon, là, je vous ai montré le cadastre. Alors là, c'est le cadastre napoléonien qui est un peu plus précis. Hein, donc, et là, on voit Roquefort, on voit Barbano, on voit Fontblanche. Vous voyez, Fontblanche, c'est là. Le château, il doit être par là. Donc ça, c'est la première carte vraiment tangible. Et là, vous avez la chapelle Saint-André. Et donc, quand les gens sont descendus, les gens qui étaient au château de Roquefort sont venus à Roquefort, en bas, et les gens qui étaient au Julian, eux, ils sont venus au Pilon. Hein, donc, tout le monde le connaît, le Pilon. Hein, voilà, donc cet endroit-là. Et bien aujourd'hui, ce qui était sur les pylônes sur les cartes, aujourd'hui, ce sont les Bastides. Hein, voilà. Là, c'est les Rouvières. Donc, alors, les Rouvières faisaient partie des Julians. Hein, Julian, c'était quand même important. Et donc, les Rouvières, pourquoi les Rouvières ? Bon, ça, je ne vous raconte pas à vous, mais
parce qu'il y avait beaucoup de chênes blancs. Et les chênes blancs en provençal, c'est le rouve. Hein, voilà. J'en parle parce que derrière, regardez, il n'y a plus que des pins. Mais ça, c'est une autre histoire. Hein. Voilà. Voilà. Et la Bastide, vous la voyez, la grande Bastide qui est là, c'est ça. Hein. Ça, c'est dans la carte de Cassini. Hein. Alors, une chose importante aussi à la Bédoule, c'est le télégraphe-chape. Nous avons à la Bédoule un relais du télégraphe-chape. Alors, c'était deux frères qui, à la Révolution française, un peu avant, avaient créé un système de téléphone, mais comme à l'époque il n'existait pas, c'était par des bras. Alors, il fallait avoir une longue vue. Alors, on mettait, en gros, il y avait tous les 10-12 kilomètres, il y avait un endroit comme ça. Il y avait à Paris, c'était la ligne Paris-Toulon. À Paris, il y avait un grand livre dans lequel, s'il y avait quelqu'un qui voulait faire passer un message, il y avait une phrase. Et cette phrase correspondait à un schéma de ses bras. Et à Toulon, il y avait le même gars qui avait le même livre. Et quand il recevait le message comme ça, il lisait la phrase et il comprenait. Entre-temps, tous les gens qui étaient là, ils reproduisaient ce qu'ils voyaient, ils le reproduisaient, mais ils ne savaient pas ce que ça voulait dire. Sauf qu'il y a eu des petits truands. Hein. On dit que Rothschild a gagné sa fortune grâce à ça, parce qu'il avait réussi à envoyer des messages plus tôt que les autres. Voilà. Et donc aujourd'hui, ce télégraphe-chape, enfin aujourd'hui, il était sur le cabanon des Marquis. Sur le cabanon des Marquis, c'est un peu le point culminant. En fait, ce n'est pas le point culminant, parce que le point culminant, c'est le moutonnier. Mais c'était l'endroit où on voyait le précédent. Alors, le précédent, c'était à Aubagne. Hein, et puis, l'autre, c'était au-dessus du Grand Connet. Il y a le télégraphe. Hein, donc, vous voyez, on était amis. Donc, il faisait ça. Donc, voilà. Donc, c'est un endroit important. Et vous voyez, sur les cartes, c'était marqué le télégraphe. Alors, ça n'a pas duré longtemps, parce qu'après, c'est devenu obsolète. Alors là, on rentre dans les usines. Alors, en premier, ce qu'il y a eu ici, avec la pierre, évidemment, c'est la chaux. La chaux qui était connue depuis longtemps. Donc, il y a eu des usines de chaux. Donc, ça, c'est important. Donc, je vous en ai mis 4, là. Voilà. Alors, celle-là, vous voyez, celle-là, la cheminée un peu abîmée, c'est vrai que ce serait bien de la restaurer. Hein, voilà. On y pense, hein. Marc, il y pense. Alors là, 1837, c'est la première année. Donc, Hippolyte de Villeneuve, donc, qui s'était marié avec la fille du général de Gardanne, eh bien, va venir à la Bédoule. Alors, c'était un monsieur qui avait fait des études de géologie sur tout le Var. Et quand il est arrivé à la Bédoule, il a vu qu'il y avait un potentiel. Et donc, il s'est rendu compte que c'était cette phase où il y avait le bédoulien, c'est une phase importante parce qu'il y avait 70% de calcaire et 30% d'argile, qui était la proportion idéale pour faire du ciment. Et donc, la première usine, alors je ne vous rentrerai pas dans le détail du ciment parce qu'on est en train de préparer, mais ça, Marc il en parlera tout à l'heure, un grand projet pour l'année prochaine. Mais disons que la date importante, c'est 1837. Voilà, 1837, le marquis de Villeneuve va créer la première usine qui était juste en partant de la route de Cassis. Et vous avez donc, on avait mis regardez, un monument sur la ville, devant la place de la mairie. Hein. Ce monument, alors les Allemands, évidemment, comme tous les monuments, des bronzes, ils ont fait ça pour le fondre. Donc aujourd'hui, on l'a mis au quartier de Villeneuve. Et il ne reste plus qu'un mascaron. Voilà, je vous ai mis quelques cartes postales. Hein, voilà, donc les cartes postales, parce que le transport, c'est important. Parce que, si vous voulez, aujourd'hui, pourquoi le ciment un peu perdu pendant un moment, c'est parce qu'on avait des problèmes de distribution du ciment. À Cassis, il y avait un port, et ce port était très petit, et ils n'arrivaient pas à développer le commerce. Hein, voilà. Mais voilà un peu tout. Alors, à l'époque, le ciment n'était pas dans des sacs. Le ciment était dans des tonneaux. Il y avait une usine en descendant sur Cassis, il y avait une usine de tonneaux.
Alors, le sable, ça c'est notre best-of, hein, voilà. Donc, le sable, vous voyez, les carrières ont été exploitées de 1800... Alors, il y a eu une première verrerie en 1776, au Julian. Alors, c'est pas étonnant parce que les Julians appartenaient à un moment donné aux Albertas. Il y avait les Albertas et les Bossés, et les Albertas avaient des verreries dans la vallée de Saint-Pons. Hein. Donc, c'est pas étonnant qu'il y ait une verrerie au Julian. Donc, il y a donc des très belles galeries, alors tout le monde connaît, hein, voilà. Et donc, on faisait du très beau verre. Donc, c'était envoyé à Saint-Marcel et à Pont-de-Vivaux. Hein, voilà, donc, et on avait, c'était du verre de qualité. Voilà. Et après, bon, en 1858, ça s'est arrêté. Et alors, oui, on faisait aussi, ça c'est anecdotique, on faisait de la pâte Arma. Hein, les mécaniciens, là, les vieux mécaniciens connaissent, hein, avec lesquels on se nettoyait les mains. Et après 1958 jusqu'en 1970, me semble-t-il, ça a été une champignonnière. Hein, voilà. Mais si vous voulez, le sable, c'est quand même important pour les bouteilles, parce que vous verrez tout à l'heure, on a le raisin, on a le vin, on a les bouteilles, finalement, il ne nous manque que les bouchons ici. Hein. Voilà, alors regardez, après il est venu les carrières. Hein, donc les carrières de pierre sont arrivées vers, enfin un peu plus tôt que ça. Hein, voilà. Donc c'est quand même... alors là, j'ai mis de la famille Camerlot, là. ils sont tous là. Voilà. J'ai le droit de le mettre à la photo ? Ça va. C'est Marc qui me l'a donné. Hein, voilà. Donc, non, je l'ai prise à Marc, il ne me l'a pas donné, je l'ai prise. Voilà. Et avec la carrière, regardez, le travail. Alors, aussi, ça c'est plus anecdotique, quand vous montez à Ratataigne par en dessous la falaise et que vous allez en dessous du Djibao, vous avez une grotte. Cette grotte. Et la ville de Cassis, alors c'était du privé jusqu'à maintenant, la ville de Cassis a mis une plaque. Et parce que c'est une histoire, si vous voulez, Frédéric Mistral, qui venait promener beaucoup. Vous savez, Frédéric Mistral, ses parents avaient beaucoup d'argent, il faisait que promener. Et il avait un ami à Cassis, dans les Janaux, qui s'appelait Monsieur Legret. Et il promenait beaucoup. Et il a imaginé une grande fresque Calendal. Hein, donc l'histoire commence à Cassis et se finit ici. Voilà. Donc à la Bédoule. Voilà, donc c'est quand même un endroit important. 1867, si vous voulez, Frédéric Mistral va faire deux grands thèmes. Il va faire Mireille et il va faire Calendal. Et Calendal, c'est un peu montrer au public toute la Provence, parce que Calendal va partir et il va faire les 12 travaux d'Hercule, en quelque sorte. Et voilà. Donc ça s'est passé à la Bédoule. Alors après, on va parler un peu d'eau à la Bédoule. Alors la Bédoule, quand même, on a un problème parce qu'il n'y a pas d'eau, qui ruisselle à la Bédoule. Il y a un ruisseau qui part de la Bédoule, qui va jusqu'à Aubagne, qui s'appelle le Merlançon, mais c'est le début ici, donc il est quasiment sec. Et donc aujourd'hui, ben, il y avait que, à l'époque, on n'avait que les puits et les sources pour s'approvisionner. Hein, voilà. Donc il y a 2 sources, j'en ai mis 2, mais il y en a d'autres. Hein, voilà. J'ai mis les Julans et Ratataigne. Là, j'ai attendu pour que ça coule. Là, j'ai mis, regardez, les fontaines. Donc les fontaines, donc celle-là, c'est à Roquefort. Hein. Celle-là, c'est la salle de danse, là. Hein, voilà. Ça, c'est en bas des escaliers de l'église. Et ça, évidemment, c'est aux 4 chemins. Alors, le problème de l'eau, ça a été récurrent. Hein. Donc, quand on lit l'histoire de la Bédoule, c'est récurrent. Et finalement, les puits ne suffisaient pas, les sources ne suffisaient pas. On a creusé, donc on a creusé ici le puits de Fontneuve. Et vous voyez, donc ce que vous trouvez toujours comme ça. Et on y avait mis, regardez, une roue, une noria, pour faire monter l'eau. Et l'eau, on l'envoyait au-dessus de la coopérative. Si vous allez au-dessus de la coopérative, il y a un réservoir. Donc là, il y a longtemps il aurait fallu que j'y aille un peu plus avec un sécateur.
Donc il y a un grand réservoir, moi j'ai fait que la porte, où l'eau était entreposée là, et après repartait sur la baie d'Aule. Hein? Par gravitation, repartait sur la baie d'Aule. Voilà. Donc ça a été un grand progrès. Après, on avait enlevé ça, et ça marchait avec électricité, la vapeur et l'électricité après. Hein? Mais pendant très longtemps, il n'y a eu que ça. Hein, voilà. Alors, j'ai mis aussi le cercle, c'est important. Hein, donc, vous savez que la politique de la ville se faisait à la mairie, mais aussi au cercle. Hein. Et donc, le cercle, regardez, j'ai pris la photo de 1910 et j'ai fait la même photo aujourd'hui. Hein, voilà. Donc, la création du cercle, c'est 27 novembre 1860. Voilà. Alors, une grande usine, c'est la plus grande usine de ciment, c'est Romain Boyer. Hein, donc, 1885-1934. Hein, donc, aujourd'hui, il ne reste que des ruines qui sont magnifiques. Hein, voilà. Mais ça a été une très, très grande usine. Et vous voyez, c'est peut-être la dernière qui s'est fermée. Si vous voulez, l'histoire de la Roquefort-la-Baie-d'Aule et du ciment, c'est 1837-1934. Ça a duré. Et après, ça s'est terminé. D'ailleurs, il y a eu une baisse drastique de la population. Je crois qu'à ce moment-là, en 1934-36, on est passé à 1000 habitants. Je crois qu'à peu près, il n'y avait que 1000 habitants. Et en 1953, regardez, il a été tourné un film qui s'appelle Tabor, hein, donc dans les ruines, et qui représente la bataille de Monte Cassino. Voilà, là j'ai mis, pour les anciens Bédoulins, au cas où vous ne vous rappellerez pas, j'ai mis les quartiers historiques de la Bédoule, hein, donc en allant vers Cuges, le Petit Rouvière, le Grand Rouvière, en allant vers La Ciotat, les Ignaces, vers Cuges, les Clément, les Michel, les Nouvelles, vers Cassis, évidemment, c'est là où il y en a le plus. Hein. Vous avez les Toki. Alors les Toki, pourquoi? Parce que M. Toki et avec Villeneuve, c'est eux qui ont qui ont favorisé l'implantation des usines et du ciment. Les Caneuves, les Fourniers, les Sardons et les Maisons Roses, dans l'ordre de la descente vers Cassis. Alors, 1894, avec ces usines, eh bien, les travailleurs se sont déplacés de Roquefort vers la Bédoule, vers les Quatre Chemins. Hein, et il y a eu de plus en plus de monde qui ont travaillé là. Et puis il y a des gens qui venaient d'Aubagne, il y a des gens qui venaient de La Ciotat, des gens qui venaient de Cassis. Et donc il s'est créé un véritable village. Hein, et donc il s'est monté cette église. Regardez, Sainte-Roseline. Donc la marquise va donner le terrain pour construire l'église. Et cette église est remarquable parce qu'elle est toute faite en pierre de Cassis, en pierre de taille de Cassis. C'est quand même important. Hein, voilà. Et regardez, alors Sainte-Roseline, elle habitait les Arcs, hein, là où habitaient les Villeneuve. Et donc, elle avait voué toute sa vie à aider les pauvres. Et quand elle partait de son château, elle partait avec son tablier et rempli de pain. Et son père, un jour, l'avait surpris avec ça. Et il lui avait demandé d'ouvrir son tablier. Et au lieu d'avoir du pain, il y avait des roses. Voilà. C'est Sainte-Roseline. Et à l'entrée du porche, vous avez une très belle céramique faite par les frères Vaglini. Vaglini qui avaient leur atelier en descendant la route de Cassis. Voilà. Et donc, vous voyez, le village, l'église va arriver. Et peu de temps après, eh bien, la mairie va être effective à la Bédoule. Hein, donc, je vous ai mis la mairie telle qu'elle était. Il y a une vieille carte postale, la nouvelle, l'ancienne et l'ancienne. Une sortie de mariage à Roquefort. Voilà. Alors, bon, je vais vous parler un peu de Pagnol. Oui, parce que c'est important, parce que si vous voulez, dans La gloire de mon père, Marcel Pagnol parle dans les premières pages, il parle de la Bédoule. C'est quand même pas important. Hein. Donc, vous savez que à Aubagne, il y avait en 1716, il y avait un monsieur qui s'appelait il y avait une famille qui s'appelait Barthélemy, et Madame Barthélemy, eh bien, elle était originaire, elle, de Cassis. Et donc, elle allait accoucher de ce Jean-Jacques Barthélemy,
et elle voulait accoucher chez sa mère. Donc, elle est partie de Aubagne et elle est allée à Cassis accoucher. Donc, si un jour vous allez à Cassis, au-dessus de la vieille auberge, vous voyez où était le restaurant La Vieille Auberge, vous mettez contre l'eau, là, et vous regardez au-dessus, vous avez une très belle plaque qui rappelle que c'est là qu'est né Jean-Jacques Barthélemy. C'est un académicien. Et donc Marcel Pagnol, lui, c'était le contraire. Marcel Pagnol, sa mère a passé les dernières semaines de sa grossesse à La Ciotat et elle est venue accoucher à Aubagne. Et Marcel Pagnol et donc les deux pères s'appelaient Joseph. Et Marcel Pagnol va écrire donc il va écrire l'un des moyens de faire un jour partie de l'illustre compagnie, l'Académie française, c'est d'être le fils d'un Joseph et d'essayer de naître par un petit matin d'hiver dans une carriole doublement gémissante sur la route de la Bédoule. Voilà. Donc, si vous avez des enfants qui s'appellent Joseph, voilà. Alors, le fils d'Hippolyte, c'est Léonce, qui a été un monsieur important parce que ça a été le président des syndicats des agricoles des Alpes de Haute-Provence. Il y avait au moins plus de 4000 adhérents. Hein, voilà. Et donc, il y avait un monument. Regardez, ce monument avait le buste de Léonce. Et évidemment, les Allemands l'ont pris. Et aujourd'hui, il ne reste, bon, vous le voyez, et aujourd'hui, il ne reste plus que on a mis encore un mascaron et il reste plus rien dessus. Alors, les abattoirs. Donc, 1914, les abattoirs. Donc, ça doit être... Alors, la Bédoule, ça, par contre, les anciens, moi, j'aurais besoin... si vous voulez, notre association, c'est bien parce qu'on a besoin aussi d'avoir beaucoup d'informations. Moi, je ne sais pas pourquoi il y avait finalement un abattoir à la Bédoule. Bon, il devait y avoir aussi beaucoup de transhumances qui passaient. Hein, voilà. Mais il y avait quand même un abattoir important à la Bédoule. Voilà, oui, j'entends déjà, mais on va enregistrer. Hein. Ouais, voilà, oui, il y avait des vaches là. Hein. Ouais. Alors, la guerre de 14, vous voyez. Donc la guerre de 14, on était vraiment loin du front, nous. Mais il y avait quand même, on a été impacté par la guerre de 14. D'abord, les troupes, quand ils arrivaient, les jeunes, eh bien, avant de partir au front, eh bien, ils s'entraînaient. Hein. Et donc là, vous avez une photo où ils s'entraînaient dans la Bédoule. Hein, voilà. Et après, bon, ils défilaient. Et là, il y a les blessés. Regardez, quand les blessés, ils étaient accueillis au château des Julans. Voilà, et il restait vous voyez, donc il y avait... Et puis aussi, ça on n'en parle pas, c'est un peu plus loin, mais c'est quand même un peu à la Bédoule. Il y avait beaucoup de prisonniers aussi, mais ça c'était à Carpiane. Voilà le monument aux morts. Hein, donc, vous voyez, donc il y a 44 jeunes bédoulins qui sont morts à la guerre de 14-18. Il y en a qui sont morts à la guerre de 39-45 et ce monsieur, lui, il est mort à la guerre d'Algérie. Hein, voilà. Alors, le monument a été fait en 1947 et il a été fait par monsieur Tiernaud. Hein, et dans le monument, on y a incorporé un sac de sable qui vient d'Alsace. Hein. Alors, à un moment donné, il n'y avait plus de travail. Il y avait un problème de vigne aussi. Et on a autorisé les gens à faire du gémage. Hein, donc, quand vous allez dans la colline, hein, donc quand vous allez du côté de Ratataigne, que vous voyez un arbre avec un truc comme ça, ça veut dire que là, on y avait accroché un pot comme ça, on l'avait saigné, il tombait la résine. Hein, et donc, c'est avec ça qu'on faisait le calfatage des bateaux. Hein. Et on avait besoin de beaucoup de matières comme ça parce qu'il y avait Cassis et La Ciotat. Si vous allez à La Ciotat en passant par la route, vous avez un quartier avant d'arriver à La Ciotat qui s'appelle les Pigouliers. Hein. Voilà, donc ça a été autorisé jusqu'en 1952. Alors tous les anciens bédoulins, ils ont un pot comme ça. Hein. Alors l'eau du village, c'est pas vieux aussi, regardez. Les gens n'avaient pas, donc jusqu'à 1936, il n'y avait que l'eau de Villeneuve, hein, de Fontneuve. Et donc 1936, il est arrivé l'eau. Hein, donc, et aujourd'hui encore, c'est d'actualité. Et vous avez des stations de relevage.
hein, donc au Fournier, vous en avez au Padoue, et vous en avez une au Michel, qui remonte vers Roquefort. Je regarde l'heure, c'est bon. Les blocos, 1940. Alors là, la Bédoule était quand même un endroit stratégique, parce que les Allemands savaient que si la Bédoule, qui était le dernier fief pour aller vers Marseille, et qu'Aubagne était libérée, et bien très rapidement Marseille serait libérée. Donc il y avait des blocos dans toutes les routes qui arrivent à la Bédoule, il y a des blocos. Hein, donc la route de la Ciotat, la route de Rouvière, celui-là il est grand, le blocos d'Aubagne, et la route d'Aubagne, et la route de Cassis. Hein. Mais il y en a encore un ou deux, je crois. Voilà, ça c'est la guerre 39-45. Donc là, vous voyez, là vous connaissez les 4 chemins. On a donné aux 4 rues aux 4 chemins qui partent du centre-ville, on a donné le nom de ces jeunes qui sont morts en 39-45. Et donc au cimetière de Roquefort, vous avez un très beau monument. Et vous avez aussi, vous avez le boulevard des Alliés. Hein, voilà, donc c'est le boulevard qui mène au centre de Roquefort. Et vous avez l'avenue qui part devant, hein, qui va jusqu'à... C'est l'avenue de l'armée d'Afrique. Hein. Donc c'est un souvenir de 39-45. 1957-66, la création de Carnoux. Hein, donc c'est des pieds noirs marocains, français, donc, qui sont venus, ils ont acheté 300 hectares. Donc ils ont acheté 200 hectares à Aubagne et 100 hectares à Roquefort-la-Bédoule. Et ils ont fait une société immobilière. Et ils ont commencé à construire, voilà. Et ça s'est tellement agrandi que finalement, on a accepté le gouvernement a accepté de faire une ville à part entière. Donc la ville, elle n'est pas vieille, donc c'est 10 septembre 1966. Auparavant, ce lieu-là, c'était Roquefort-la-Bédoule. Hein. C'est pour ça qu'il y a beaucoup d'histoires de Carnoux qui sont avant 1966 finalement. L'histoire de Carnoux, c'est l'histoire de la Bédoule. Alors, je vais parler du terroir, parce que ça, c'est important, c'est d'actualité, et c'est notre richesse à nous. Regardez. Et donc, la vigne. Alors, vous avez la coopérative qui a été créée en 1964. Oui. Et donc, vous avez les trois cuvées qui sont vinifiées dans la coopérative. Et à côté de ça, vous avez les 3 châteaux, les 3 domaines. Donc vous avez le domaine de Barbaneau, le domaine de Roquefort, le château de Roquefort, et le domaine de Fontvieille. Ouais. Donc ça, c'est du très bon. Et vous voyez que, je parlais de la géologie, aujourd'hui, si on a du très bon vin, c'est grâce à ce terrain qui est marneau argileux, dans lequel poussent ces cépages. Alors, la Bédoule, Roquefort, c'est aussi un endroit important pour les randonnées, hein, puisque en France, il n'y a pas trop d'endroits où 2 GR, alors ceux qui font de la randonnée connaissent, les GR, ce sont les autoroutes des randonneurs. Hein, c'est ce qui est balisé blanc et rouge. Hein, donc ça traverse la France. Et vous avez donc un GR, regardez, qui vient du Jura et qui va jusqu'à la Méditerranée et qui arrive par là. Et vous avez un GR, le GR 51, qui fait tout le bord de mer, tous les balcons de la Méditerranée. Et ils se croisent ici même, hein, donc, comment me l'expliquer, en dessous du Motonnier. Hein, voilà. Donc, et après, là, vous avez un chemin qui arrive, qui va, là, vous allez à Céreste. Hein, voilà. Donc, c'est quand même important. Et vous avez donc, le cabanon des Gardes, qui est donc un refuge. Hein. Je ne parle pas des cabanons des Marquis, parce qu'il est privé, plus ou moins. Mais le cabanon des Gardes est un refuge. Et là, il y a un très beau panoramique qu'on voit. Et, voilà. Et aujourd'hui, c'est vrai que la Bédoule, on est vraiment au milieu d'un terrain de pleine nature. Hein. Là, alors je ne me rappelle plus depuis quand, mais nous sommes associés
nous sommes associés maintenant au PNR, au parc naturel régional de la Sainte-Baume. Hein, voilà. Donc c'est important aussi. Hein. C'est moins protégé que le parc national, mais c'est quand même important parce que c'est valorisant. Hein. Au niveau touristique, c'est valorisant. Alors, on a chance d'avoir une très belle forêt à Roquefort-la-Bédoule. C'est la forêt de Font-Blanche. Vous voyez ? Et dans la forêt de Font-Blanche, c'est une forêt modèle d'ailleurs, parce qu'on y a installé, regardez, un observatoire. Hein, donc pas très loin du Grand Connet, il y a un observatoire pour quantifier le CO2 qui est absorbé par les plantes jour par jour et saison par saison. Hein, voilà, donc, et il n'y en a pas beaucoup comme ça en France, donc c'est important, hein, parce qu'aujourd'hui, on veut savoir exactement le devenir de ces forêts provençales. Et pas loin de là, il y a, regardez, alors, une grotte que tout le monde appelle un columbarium, mais là, alors là, on sait vraiment, on a cherché, tout le monde a cherché, on ne sait vraiment pas ce que c'est. Mais ça descend à presque 40 mètres, alors peut-être qu'on a Sébastien Ventura, là, qui peut-être lui, il fait de la spéléo, et peut-être qu'il a des tuyaux, mais toujours est-il que c'est un bel endroit, vous voyez, qui descend à plus de 40 mètres, avec des escaliers, des niches, mais on ne sait pas ce que c'est. Voilà. Aujourd'hui, on l'a grillagé, hein, pour des raisons de sécurité. Alors, dans le patrimoine, je ne pouvais pas oublier les chasseurs. Hein, voilà. Donc, les chasseurs. Donc, en fait, j'avais fait ça, vous savez, j'avais fait ce diaporama pour les nouveaux arrivants. Et les nouveaux arrivants, quand ils se promènent dans la colline, pas forcément, ils savent ce que c'est ça. Hein. Ça, c'est un aiguier. Hein, voilà. Et ils ne savent pas du tout ce que c'est ça aussi. Hein. Donc ils se disent, tiens, quelqu'un a posé un plastique là. Donc j'avais montré ça donc, pour montrer que eh bien, la chasse, c'est quand même notre patrimoine aussi, un peu. Alors ça aussi, dans la colline, vous pouvez voir des plaques comme ça. Hein. Donc GR 109, c'est pour les pompiers ça. Hein. Ça veut dire Grand Connet 109. Donc les pompiers, quand ils savent qu'il faut aller au Grand Connet 109, ils suivent ça. Vous avez les vigies, vous avez les barrières qu'il ne faut pas... Vous savez que les sentiers vous savez que tous les massifs forestiers en France sont interdits à tous les véhicules à moteur. Hein, ça, c'est important hein, de le dire. Voilà. Et puis, vous avez maintenant... Alors, avant, il y avait des impluviums. Vous voyez, on avait fait des impluviums. Et maintenant, on a mis des citernes, hein, voilà, qui sont plus ou moins sponsorisées par des Lions Club, Le dernier patrimoine, c'est le pump track. Hein, donc, c'est en sortant face vers les pompiers. Voilà. Et maintenant, on a le patrimoine immatériel. Bon, j'ai fait un peu quelques-uns. Alors, le patrimoine immatériel, j'ai fait ça, mais après, c'est étendu. Hein. Voilà. Mais on a les fêtes votives. Donc, ça, c'est important à la Bédoule. Hein, donc, en juin, on a la Saint-Jean-Baptiste. En juillet, on a la Saint-Éloi. En septembre, il y a la Saint-Vincent. Je ne sais pas, parce que c'est la fête du vin. Et voilà. Donc ça, c'est des fêtes importantes pour nous à la Bédoule, hein, chaque année. On a la Saint-Éloi, évidemment, qui est le moment phare de l'année festive. Hein, donc voilà. On a, alors les anciens Bédoulins s'en rappellent. Ils s'en rappellent. Bon, ça fait partie du patrimoine. Si vous voulez, dans les années 63, 64, 65, 66, il y avait Johnny Stark qui habitait là. Et avec le docteur Michelangeli, ils s'étaient associés et ils avaient réussi à faire revenir. Alors j'avais mis quelques-uns, mais il y a plus que ça. Hein. Voilà. Il y a même les Machukambos qui sont venus là. Ouais, pardon? Ouais. Donc vous voyez, donc, ils sont tous venus là, hein, voilà. Donc ils habitaient là où il y avait l'autoroute. Hein. Voilà, mais ça fait partie du patrimoine, ça aussi. Ça aussi, il faudra le mettre sur les... Hein, ça fait partie de notre histoire, ça. Voilà. 1989, il s'est fait la salle André Malraux.
voyez, avec un très beau panneau en céramique. Et là, eh bien, il se fait des lotos. Alors, j'ai mis le loto de l'association des cousins d'ailleurs, là. Hein, voilà. Donc, la semaine dernière, on était tous là. Voilà. Donc, il y a des lotos, mais il y a beaucoup de manifestations. Il a la Ronde des Vignes. Donc, la première Ronde des Vignes, c'était 1994. Et là, on a fait la 26e, je crois, hein, Ronde des Vignes. Parce qu'il y a des années où il n'y a pas eu le Covid. Le jumelage. Hein, donc voilà, donc ça fait partie aussi de notre patrimoine immatériel, hein, parce que donc aujourd'hui dans la salle il y a beaucoup de gens qui viennent de l'autre côté des Alpes, hein, donc les familles sont venues travailler à la Bédoule, et donc il y a beaucoup de liens qui se créent avec l'autre côté, avec les Italiens, et donc il s'est créé le jumelage avec une ville avec la ville de Toscane, pas très loin de Pise, hein, voilà. Donc on y va chaque année. Hein. Le marché, bon ça c'est un patrimoine immatériel, voilà. Et voilà comme donc ce marché. Et donc voilà comment se termine notre visite de Roquefort-la-Bédoule du patrimoine. Bon, il y aurait beaucoup à dire, hein, mais ça c'est vraiment un aperçu. Si vous voulez, avec Marc on en a parlé, c'est un peu une mise en bouche. Si vous voulez. Notre association, elle débute, on n'a que 2 ans et on a quand même de nombreux adhérents, mais on voudrait avoir encore beaucoup plus d'informations qui nous arrivent. Et donc on a fait ça pour que les gens, vous voyez, on va certainement prendre le pot de l'amitié et certainement qu'on va après parler encore du patrimoine et on va s'enrichir comme ça. Voilà. Bon. Merci Georges, merci. On va prendre... tu vas peut-être boire un coup aussi, non? Non, ça va. Ah, rien du tout. Ouais, tout à l'heure. Diable. Viens t'asseoir aussi quand même. Bon, on va prendre des questions maintenant. Alors on va faire tourner les micros. Alors attends. Tiens. Je me mets là-bas. Alors, on va prendre des questions et on y va. C'est parti. Alors, des questions pas trop longues. Hein. Ah ouais. C'était pour Finalement, ça n'a pas duré longtemps. Bonsoir. J'ai une question. Depuis quand on parle de la Bédoule, quelle est la signification du mot Bédoule? J'en ai entendu beaucoup. Et vous n'avez pas parlé de la date à laquelle Roquefort et la Bédoule sont devenus une seule commune. Ah oui, vous avez raison. 1918. 1918. La date, je crois que c'est le 23 décembre 1918. Ouais. 1918, c'est sûr. Tu confirmes? Moi, attendez, j'aime bien qu'on me pose des questions, je connais les réponses. En ce qui concerne l'abattoir, c'est moi, Georges, là. Ouais. Ici. Ah oui. Mais moi, j'étais jeune, je me rappelle de la famille Sylvestre. Oui, qui habitait sur la route de Cassis. Où il y a le garage de Chevalas. Ils élevaient les bœufs et après, ils les menaient à l'abattoir. Je me rappelle, c'était le jeudi. Et j'ai participé à la tuerie, comme on dit. Ouais, voilà. Ouais. À l'abattage. À l'abattage. Et oui. Bon, monsieur. Oh, alors, je disais que j'ai vu le dernier d'abattage. Ah oui? Ouais. En quelle année? Ça, c'est intéressant de savoir l'année. J'étais encore à l'école. Quelle année on était à l'école encore? 60 ans? 59-60. Ouais. J'étais à l'école, je lisais tout. Eh ben ça, c'est intéressant parce qu'on a vu la date de création, mais on ne sait pas quand est-ce que ça s'est fermé. Ah, il faudrait connaître. Là-bas, Jean. C'est fini. Oui.
Georges, moi, c'est pas une question, c'est un commentaire. Je voulais te dire un grand merci parce que, en tant que native de la Bédoule, je suis née dans la maison de mes parents, j'ai appris plein de choses avec toi ce soir, donc c'est vraiment super. Merci. Ouais, merci. Et une petite info, mais je pense que tu l'as en tête, il y a une partie de Roquefort qui fait partie du parc des Calanques aussi. Il y a une partie de Roquefort qui fait partie du parc des Calanques? Oui, parce que le terrain des vignes de mon père, il est dans le parc des Calanques. À Roquefort. Ah, je suis étonné, ça, par contre. Mais peut-être... Si. Au-dessus de Canavaggio, on est dans le parc des Calanques. D'accord. Non, là je dis Si. non, c'est sûr que non. Si, Marc, tu m'avais dit. Il y a une délimitation qui est très... Marc, on lance le débat. Ah non, mais c'est pas un débat. Non, mais ça va. Non, mais peut-être, c'est bien. Il y a une délimitation qui est très précise, donc là, c'est pas le cas. Oui. Bonsoir. Je suis un nouveau bédoulien et votre conférence m'a fortement intéressé. Je n'ai pas entendu parler de votre bouche, dans votre bouche, de la période paléolithique et néolithique. Ah oui. Alors, paléolithique, il y a pas. Moi, j'ai rien lu là-dessus. Néolithique, oui. On a trouvé en haut de la chapelle Saint-André une trace d'Iton, d'atelier de silex. Voilà. C'est tout ce que je sais. Voilà. C'est tout ce que je sais. Après, il y a d'autres personnes qui ont dit qu'il y avait une grotte qui était à Ratataigne, qui était habitée depuis environ l'âge du bronze, mais je n'ai pas lu quelque part d'une façon fiable. Voilà. Donc certainement qu'il y avait, il y a pas trop de grottes ici, hein. Mais certainement qu'il y avait un habitat avant avant nos premiers Celto-Ligures, il devait y avoir aussi un habitat. Hein. Les hommes de la grotte Cosquer étaient pas loin il y a 20 000 ans, donc c'est possible aussi. Mais on n'a pas de... Justement, c'est là où il y a un travail de fond à faire. Moi, j'ai beaucoup de textes là-dessus. Il faut maintenant aller à Aix-en-Provence, au SRA, aller fouiller dans les OSRA pour voir un peu vraiment les témoignages. Voilà. Mais si ça vous intéresse, et si vous êtes bédoulin, rapprochez-vous de nous et on est demandeurs. Hein, parce que moi, je suis généraliste, je ne suis pas... voilà. Vous êtes archéologue? Eh bien, alors là... Il faut adhérer. Alors là, de suite. Hein. Bon, archéologue bénévole, soit dit en passant, j'ai travaillé avec le SRA de Lorraine, dans l'est de la France. Notamment, j'ai travaillé beaucoup sur les chantiers de fouilles que nous avons, j'en ai même dirigé, bien que bénévole. J'ai aussi fait de l'archéologie aérienne. Ah. Donc, j'ai pas mal de choses à mon actif. Et notamment, donc, je vous parle de la période du paléolithique et néolithique, tout simplement parce que j'ai fait beaucoup de prospection. Maintenant, je suis atteint par la limite d'âge, je vais avoir 80 ans. Mais à l'époque, j'ai fait des kilomètres et des kilomètres, comme vous en avez fait certainement vous aussi, d'après ce que j'ai vu. Et j'ai beaucoup prospecté, regardé dans les labours, passé à travers pas mal de terrains. Et là, j'ai fait des découvertes genre biface, genre H poli, etc. Sur la Bédoule. Alors, on aura l'occasion d'en reparler, bien oui, sûr. Volontiers, volontiers. On sait qu'au Rouvière, il y avait quelque chose. On sait que près de Fontvieille, il y avait un atelier de potier aussi, romain, mais ça c'est plus récent, romain. Ça, on le sait. Mais ce que vous dites, non. Par contre, moi j'ai des textes. Mais ça, c'est tout à faire. Voilà. S'il y a encore une dernière question. Donc ce monsieur... Oui, monsieur. Oui. Alors, il y a deux dernières questions, après plus. On continuera autour du verre de l'amitié. Non, c'est pas une question,
C'est juste une remarque. J'avais lu quelque part que. J'ai pas entendu. J'avais lu que la bédoule, une bédoule, était une vieille carne qu'on menait à l'abattoir. Est-ce vrai? Oui, c'est vrai. Oui, alors c'est une version. Ça se rapproche de ce. Ça se version. Ça se rapproche de cette version-là, oui. Oui. Une bédoule en provençal. Alors, oui, moi j'ai une question sur le château des Julans. Je vais vite répondre. Une bédoule en provençal, c'est une tripe. Hein, tu me contredis pas. Hein. Donc, je pense que c'était un abattoir qui servait aussi d'équarrissage, quoi. Voilà. Voilà, parce que des bédoules, il y en a d'autres. Hein. Ah, il y en a beaucoup de bédoules. Bon, il n'y en a pas beaucoup, mais il y a... Hein? Je prends une dernière intervention, puis on arrête parce qu'on continuera autour du... Excusez-moi, j'ai une question sur le château des Julans. Moi, j'ai entendu beaucoup de choses. Il y a eu l'histoire des pieds noirs, j'ai entendu, qui étaient au château des Julans. L'armée israélienne, à un moment donné, qui s'entraînait. Je voudrais savoir, c'est quoi? Qu'est-ce qu'il y avait Alors, nous, ici, on parle du passé, mais je ne connais pas l'avenir. Voilà. Après, je ne sais pas. Hein. On va une dernière intervention, madame, et puis... C'est pas une question. Je voulais dire que sur mon terrain, j'habite au-dessous du cimetière et je pensais qu'on était les premiers habitants à venir. Bon, après, c'était des agriculteurs, mais personne n'y habitait. Et on a trouvé un petit outil taillé en silex. Alors, on croyait que c'était une pointe de flèche. On l'avait montré à Marseille à un scientifique qui nous a dit non, c'est un petit outil. Voilà. Alors, pour revenir au château des Julans, tout ce qu'on sait, c'est l'histoire, c'est qu'en 1950, alors je ne me rappelle plus quel exact, je crois que c'est avant 58 de toute façon, l'État français, le CCAS de Constantine, avait acheté le château des Julans pour en faire un lieu de résidence pour les enfants. Et le problème, c'est qu'il y a eu donc l'indépendance, et ce château, évidemment, comme il appartient au CCAS de Constantine, il est maintenant algérien. Voilà, ce que je sais. Je ne sais pas plus. Est-ce que c'est vrai? Oui, c'est un territoire algérien en ce moment. Voilà. Non. Aujourd'hui, c'est ça. On continuera autour du pot de l'amitié. Je veux juste faire déjà 2 annonces. Alors, prenons notre temps. On va parler des journées du patrimoine de l'année prochaine, qui seront le 21. Et l'association Histoire et Patrimoine de Roquefort-la-Bédoule va travailler sur justement ce qu'on a évoqué, sur les cimenteries, la chaux et l'industrie à la Bédoule. Puis, toujours en 2024, le 15 novembre, on aura un travail sur la pierre et on a un an pour avancer et travailler et développer tout ce savoir qu'il faut partager, notamment qu'il faut partager avec les plus jeunes, puisque l'avenir, ce sont absolument les plus jeunes. Alors de la monite à la chaux, en passant par le ciment, quel programme à bâtir? Aujourd'hui, on est aux prémices que le président vous a expliqué. On débute et on va développer grâce à, évidemment, nos anciens, Jacques Dallès, Marcel Bonifay, Bernard Camerlot, Janine Tognetti, etc. On enregistre Francis Mallet et on procède à des enregistrements pour justement numériser ce savoir et l'exploiter pour les enfants, pour les plus jeunes. La bibliothèque est à votre disposition. Elle est ouverte exceptionnellement ce soir pour vous, ceux qui ne connaissent pas, allez consulter. Et donc, on va en rester là. Et je vous invite à vous retrouver, continuer les conversations, les échanges autour du pot de l'amitié. Merci beaucoup et bonne soirée. Alors, s'il vous plaît, 2 petites secondes encore, après on ira boire un coup. Je voudrais que les anciennes familles du village, et même les enfants et les petits-enfants, farfouillent dans les affaires de leurs parents, de leurs grands-parents, pour trouver des vieux documents, des vieilles photos, parce que tous ces documents-là que vous avez chez vous, qui vous pensez peut-être jeter, ben, ils vont intéresser pour l'histoire du village. Hein. Donc pensez-y. Merci.